Je vais parler de mon expérience de lecteur surtout. Comme lecteur, j'aime tous les livres qui se préoccupent de la rumeur du monde, tous les livres qui chantent la mondialité, qui est pour moi la seule réponse intelligente à la mondialisation. J'aime les livres de mes contemporains, de Don DeLillo à Eshnoz, en passant par ceux de Maëlys de Kerangal, mais j'aime aussi ceux que des auteurs ont écrits par devers eux, parce qu'ils ont été confrontés au XXe siècle à une histoire qui les dépassait, dans les tranchées ou dans les laboratoires. J'aime donc les textes d'Oppenheimer, comme on vous l'a dit, et de Sakharov en URSS, tous deux dissidents accusés de travailler pour l'ennemi en des termes presque interchangeables. Je relis aussi les auteurs qui ont été confrontés à l'univers concentrationnaire, parce qu'ils ont mis toute leur intelligence à défaire et à comprendre le monde de leurs bourreaux. Ils ont essayé de reconstruire un nous dans une situation désespérée. Il m'arrive même de ne pouvoir me confronter à leurs textes qu'après avoir visité les lieux où ils ont survécu. Verdun, Hiroshima, Los Alamos, Sachsenhausen, le Goulag. Ainsi, j'ai voulu voir la Colima parce que j'avais reçu un livre qui s'appelle « Récit de la Colima » et que je n'arrivais pas à le lire. À plusieurs reprises, je l'avais commencé, à chaque fois je me disais « c'est trop ». Je ne supporte pas le récit de ces camps staliniens où sont morts d'épuisement des millions de détenus innocents. Je ne supporte pas cette horreur qui me désespère du genre humain. Ce lourd livre jaune, offert par une amie éditrice chez Verdier, avait la particularité d'avoir été relié à l'envers. C'est peut-être pour ça qu'elle me l'avait donné. 1500 pages de papier Bible. Chaque fois que je le prenais en main, il fallait que je le retourne, oubliant sa particularité pourtant peu commune, un livre tête bêche. Ces 150 récits de Varlam Chalamov peuvent être lus séparément. À chaque fois, il déroule une petite histoire, un portrait, un épisode de vie des prisonniers, et se termine par le même terrible constat. Dans les camps de la Colima, l'homme apprend à détester tous ses semblables. Quand la vie du prisonnier est en jeu, il ne la sacrifie pas pour un autre. Aucune solidarité, aucun sentiment d'appartenance. Tous les Zek, c'est ainsi qu'on nomme les prisonniers de Staline, apprennent la haine et le mépris de leurs congénères, plus résistants que les animaux, parce que plus mauvais qu'eux. Jamais le malheur ne les rapproche. Chalamov, entré dans les camps à 25 ans, ressorti à 50, raconte, je cite, « la limite extrême au-delà de laquelle il n'y a plus rien d'humain dans l'homme et qu'il ne reste que la méfiance, la rage et le mensonge. » Fin de citation. J'étais donc incapable de supporter la lecture de Chalamov dans mon bel exemplaire tête bêche, parce que je suis réfractaire à l'idée de renoncer à toute communauté humaine. J'aurais voulu, au fil des récits, sortir lentement de l'enfer des camps sibériens, et j'en voulais à mon ami de m'avoir fait cadeau de ce livre en disant « Je te le donne à condition que tu le lises ». Me restait donc à partir pour la Colima. Là-bas, j'arriverai peut-être à terminer le récit. La Colima, pour nous, c'est au bout du monde, à l'endroit où le continent asiatique touche presque l'américain, l'Alaska. 8 heures de décalage horaire entre Moscou et la capitale de la Colima, Magadan. On peut s'y rendre par le transsibérien jusqu'à Vladivostok, puis en bateau jusqu'à Magadan. C'est la route qu'ont emprunté les Tsekhs. Ils y employaient en général 2 mois, la dernière semaine sur un paquebot. 12 000 Tsekhs entassés à bord de la Djouma, par exemple, quand celle-ci a été prise dans les glaces polaires. La cargaison entière est morte de faim. 2 millions de Tsekhs ont ainsi embarqué pour la Colima, comme le poète Ossip Mandelstam, qui n'y est jamais arrivé. Il existe une route, une seule, qui relie Yakoutsk à Magadan, mais il faut compter aujourd'hui 3 jours de voyage pour les 2000 km de piste. C'est donc en avion,
que ceux qui peuvent se le payer vont de Moscou à Magadan. Il n'y a qu'un ennui ces temps-ci, c'est que Magadan est sous le vent de Fukushima. Comme je ne parle pas le russe, j'ai demandé à Fanny de m'accompagner. 35 ans, une thèse sur le symbolisme russe, championne suisse d'aviron et un amour indéfectible pour la Russie et les Russes. Nous avons convenu de partir début juillet 2011, quand le court été sibérien est à son apogée. Grâce à l'expertise de Fanny et à Internet, nous avons trouvé sur place une agence de voyage prête à organiser un périple qui passe par les endroits dont j'avais repéré les étranges sonorités dans les récits de Chalamov. Soussouman, le camp de transit, Yagodnoye, où Chalamov a été jeté au cachot, Kadikshan, où il s'est épuisé dans la mine de charbon, Debin, enfin, sur la rive gauche du fleuve, le fleuve Kolyma, où Chalamov a été tzek, aide-médecin à l'hôpital central. L'arrivée à Magadan est précédée par l'interminable survol des régions arctiques. Pendant des heures, pas trace de présence humaine, par le hublot, parfois le cours d'un fleuve qui s'éparpille en des dizaines de lits gelés, la toundra plate et grise, suivie des forêts plus sombres de la taïga. Interminable et toujours aucun signe des 7 milliards d'humains, sauf une fois, rectiligne, la trouée d'un gazoduc qui file vers l'ouest. Dans l'avion, je repense à cette scène tout à l'heure, à l'aéroport de Moscou, quand j'attendais les bagages. Pour s'emparer de sa valise sur le tapis roulant, un type devant moi en fait tomber une autre, qui roule entre les passagers. Je m'attends à ce qu'il la remette sur le tourniquet, pour que le passager à qui elle appartient la retrouve. Il n'en fait rien, prend sa valise et s'en va. Avec la cohue qui règne, si personne ne remet cette valise en place, on peut prévoir qu'elle s'égarera. Il a fallu qu'un gros Américain replace la valise sur le caoutchouc noir. Comme j'en parle à Fanny, elle me fait remarquer que le socialisme soviétique a enseigné à chacun de s'occuper de ses affaires et pas de celles des autres. À plusieurs reprises au cours de ce voyage, j'en aurai la preuve. Aéroport de Magadan. Au milieu de la forêt, une mince piste goudronnée. La passerelle, pour sortir de l'avion, est faite de tubulures rouillées. Le Boeing, qui n'était rempli qu'au tiers, est accroché à un tracteur, de ceux qu'on réserve aux travaux des champs. Un grand écriteau souhaite « Bienvenue à la Kolyma, cœur d'or de la Russie ». Il y a donc des gens pour qui Kolyma ne veut pas dire camp de concentration, des gens qui vivent ici, comme on vit dans les endroits qui portent des noms malgré eux. On est boulanger à Waterloo ou businessman à Hiroshima, la vie continue. Dans la lointaine Europe, j'ai une amie qui a donné à son chien le nom de Kolyma. La région tire son nom d'un fleuve qui ne coule pas à Magadan, mais 700 km plus au nord en direction de l'océan glacial arctique. Le voyageur qui partage notre taxi vers le centre-ville, à 60 km de là, est né à Magadan, habite à l'autre extrémité de la Russie. Quand il apprend notre projet, oulala, il dit quand même qu'il vaut mieux lire Chalamov que Solianitsyn, si on veut comprendre les camps. Il semble très au courant. Raconte le passage de Solianitsyn, auteur de l'archipel du Goulag, à l'aéroport en 1994. Après 20 ans d'exil, il arrivait des États-Unis et avait tenu à commencer son voyage par la Sibérie. Son avion ne s'était arrêté que 15 minutes à Magadan. La liesse populaire et les journalistes l'attendaient à Vladivostok. De l'aéroport à la ville au bord de la mer, la route est fortement abîmée par les caprices du permafrost. Ici, la terre est gelée toute l'année, parfois jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Quand il ne neige plus, c'est-à-dire de mai à mi-septembre, le soleil qui ne s'éteint plus réchauffe la couche supérieure et le terrain bouge, s'incline, se soulève ou s'enfonce au gré du dégel. C'est pourquoi les maisons sont toutes sur pilotis et les routes sur des remblais stabilisés à grand-peine. À 10 km de la ville, la forêt se termine, le bois a été coupé pour laisser place à des barres de logement, constructions au toit plat, 4 étages, sans ascenseur, crépis rarement terminés ou alors lépreux. La rue principale, perspective Lénine, mène à la place de la Komsomolsk, place de la jeunesse communiste.
Notre hôtel se trouve à la hauteur de l'ancienne avenue Staline, désormais avenue Karl Marx. Toute la ville a été construite par les Tchèques. Dormir dans un bâtiment dont les murs relèvent du travail forcé laisse une impression bizarre. La fondation de Magadan date des années 20 suite à la découverte de l'or dans la région. 1969, quand le Soviet suprême à Moscou décrète son statut de ville. Elle a compté jusqu'à 200 000 habitants. Il en reste moins de 100 000. Curieusement, elle tourne le dos à la mer, à l'abri sur un plateau incliné vers l'intérieur des terres, sa face maritime abandonnée à la végétation, aux cabanes, aux décharges. Les Tchèques étaient débarqués des chaloupes qui accostaient à 2 pontons. C'est la première chose que Fanny et moi allons visiter. Dimanche, un ciel bleu profond, tacheté d'énormes nuages d'une rare blancheur. Sur la plage, les familles pique-niquent autour de grillades de poissons arrosés de vodka. Les hommes torse nus sont plutôt gras, très peu d'enfants. Les groupes assez éloignés l'un de l'autre ne se promènent pas, ne nous saluent pas. Sur le sable sale, des carcasses de chalutiers échoués barrent le passage. Des 2 débarcadères, un seul reste praticable, occupé par des pêcheurs solitaires. Le soleil encore haut ne disparaîtra que quelques heures derrière les montagnes, après minuit. Je peux lire Chalamov sans lampe de chevet. Je cite. « Les lourdes portes de la cale s'ouvrirent au-dessus de nos têtes et nous montâmes lentement sur le pont en file indienne par une échelle métallique étroite. Des soldats d'escorte étaient déployés contre la rambarde de la poupe en rang serré, le fusil pointé sur nous. Notre bateau avait amené 12 000 hommes. Une pluie fine et froide tombait d'un ciel lugubre, d'une seule teinte blanc sale. Je me souviens parfaitement que j'étais tout à fait calme et prêt à n'importe quoi, mais mon cœur se mit à cogner dans ma poitrine et se serra malgré moi. Alors, détournant les yeux, je me dis, on nous a amenés ici pour mourir. » Fin de citation. Sur l'emplacement de l'ancien camp de transit à l'écart de la grande route qui part vers le nord, sous une antenne de télécom de 200 mètres de haut, s'élève un monument aux déportés. Cette chose de béton, sculpture d'une quinzaine de mètres, d'un goût plus que douteux, masque du chagrin, est l'œuvre d'un artiste russe habitant les États-Unis. Sur une face, une croix chrétienne et des visages torturés, sur l'autre, un crucifix où se tord un Christ sans tête, le tout dans un style qu'on dirait stalinien, s'il n'affichait ces symboles d'une religion unique. Plus bas dans les broussailles, des lettres de béton forment les noms des principaux camps. La contemplation de cette œuvre rend évident que la grandiloquence et le pathos ne sauraient rendre compte de la douleur des Tchèques. Il existe des monuments contemporains où l'art et la mémoire savent se rencontrer. Ici, c'est raté. De là-haut, à 1 heure de marche de la ville, on comprend qu'elle est construite sur le début d'une presqu'île entre 2 baies. Celle par où les Tchèques arrivaient, en colonne, et celle dans laquelle se trouve le petit port d'Ola, où les colons se sont arrêtés il y a 3 siècles déjà. De chacune des baies monte une nappe de brouillard. Parfois, les 2 nappes se rejoignent, et c'est toute la ville qui se retrouve dans un épais nuage d'été. Mer froide, terre chaude, comme au mois d'août à San Francisco. À propos du camp de transit qui se trouvait là, Chalamov raconte. Voici enfin un portail en bois, une clôture de fil de fer barbelé et à l'intérieur des rangées de tentes en grosse toile, assombries par la pluie blanche et vert pâle énorme. On nous divisa en groupes dont on remplit une tente après l'autre. À l'intérieur, il y avait des chalets superposés de type wagonnet, un chalet pour 8. Chacun gagna sa place. La toile laissait passer la pluie, il y avait des flaques d'eau par terre et sur les chalets, mais j'étais tellement fatigué, et tous l'étaient autant que moi par la pluie, l'air, la marche, les habits mouillés, les valises, que je me pelotonnais comme je pus, sans penser à mettre mes vêtements à sécher, ou d'ailleurs, m'étendis et m'endormis. Il faisait froid et sombre. Aujourd'hui, de l'emplacement du camp de transit, on voit la ville traversée par la perspective Lénine. On reconnaît la grande place où se trouve la Douma, donc le Parlement, et une gigantesque cathédrale en construction depuis plus de 10 ans.
Les feuilles d'or de ces bulbes, l'or de la Colima, témoignent d'une richesse indécente face aux pauvres grand-mères assises au bord de la route à vendre patates, rhubarbes et choux cultivés dans de minuscules serres à l'abri du climat sibérien. Pour la religion, rien n'est jamais trop beau. Le musée historique de la ville compte plus de fonctionnaires et de gardiens que de visiteurs. Fanny et moi, seuls, dans la salle qui documente la vie des camps. Chaque porte gardée par une dame d'un certain âge, plongée dans un livre ou un mot croisé. Notre visite dérange l'écoulement solitaire de l'après-midi. Sont exposés des certificats de travail, des photos d'identité, des livrets de ZEC, formulaires de décès. La bureaucratie rend compte de la vie du prisonnier, la réduit à cette paperasse. Quelques outils rouillés, brouettes de planches, pioches, tamis de chercheurs d'or, quelques restes d'habits matelassés, bottes trouées, bonnets de fourrure mités, des barreaux, du fil de fer barbelé. Mais aussi des tableaux des années 30, entre réalisme socialiste et naïveté à la Douanier Rousseau. Atmosphère bon enfant. Au milieu d'une nature enneigée, de gentils prisonniers chargent un tracteur. Des baraques s'enfoncent dans la poudreuse, sous un ciel mauve. Peinture de commande, sans doute, qu'on imagine au mur d'un fonctionnaire chargé de la statistique des camps. Ici est expliquée la différence entre le goulag et le Dalstroy. Le premier, donc le goulag, direction centrale des camps, organisme moscovite, ne concerne pas la Colima. Celle-ci est dirigée par le Dalstroy, ou direction centrale de la construction de l'extrême nord. Cet organisme, fondé en 1931, dépend du Commissariat du peuple aux affaires intérieures, donc le NKVD. Son premier directeur a été Berzine, qui dirigera son projet jusqu'en 1937, puis sera fusillé. Les photos de Berzine, aux différentes époques de sa vie, me fascinent. D'abord jeune officier craintif, puis fier bureaucrate, puis tyran traqué. Quand elle voit que je veux photographier Berzine avec mon téléphone portable, la gardienne de la salle me dit « La famille de Berzine s'oppose à ce qu'on le photographie ». Le lendemain à l'hôtel, petit déjeuner, un homme d'affaires américain, il n'y en a pas beaucoup, m'explique. Quand quelqu'un me raconte qu'il est allé en Sibérie, je demande toujours « Et à quelle saison ?» Parce que l'hiver, les crachats se transforment en glaçons avant de tomber à terre. Il a raison, le fait est attesté par Chalamov, comme beaucoup d'autres détails dont je vérifierai l'exactitude. La seule chose qui ne peut pas se trouver dans les récits, ce sont les chiffres que les historiens découvrent aujourd'hui avec l'ouverture des archives. On sait désormais que 24 millions de personnes sont passées par les camps, soit un adulte sur 6. Donc, si j'ai un père, une mère et 4 grands-parents, l'une de ces 6 personnes est, statistiquement parlant, passée par les camps. Par une belle journée d'été, 13 juillet 2011, nous partons pour une expédition de 6 jours sur le destin des Tchèques. Le chauffeur s'appelle Andri, a eu l'habitude des poids lourds avant d'acheter une Jeep japonaise d'occasion, conduite à droite et pont surélevé. Il pèse une centaine de kilos et au-dessus de ses pommettes joufflues, 2 yeux bleus clignent chaque fois qu'il raconte une histoire qu'il annonce par un sonore « anecdote », qui en russe veut dire « voilà une blague ». Pavel, le guide, a 52 ans. De ses 2 grands-pères, l'un a été dans les camps, l'autre décoré par Staline. Il les aimait tous les 2. Celui qui a été déporté était médecin dans l'armée rouge. Quand les Allemands ont pris l'hôpital où il soignait les blessés russes, il a soigné aussi des blessés allemands. Puis l'armée rouge a repris l'hôpital et l'a envoyé en déportation pour collaboration avec l'ennemi. Pavel a été élevé dans un village de la Colima, où son père était ingénieur. Les enfants avec qui il jouait parlaient un peu d'allemand, l'allemand des camps. Schnell, schnell, komm hier, Achtung, ich schieße. Il a fait son service militaire au Kamchatka, dans le contre-espionnage, dit-il. C'était au début des années 80, le pire moment de la guerre froide. Il parle 2 mots d'anglais, déteste les Américains, a emmené 2 sacs à dos, le plus lourd contient du matériel photographique, objectif, caméra, trépied. C'est sa passion, documenter les beautés de la Colima, la nature, les animaux, les lacs.
Comme chasseur, il connaît bien la région, photographie les camps depuis 10 ans pour documenter leur disparition rapide. Il dit que ce qui était en bon état et reconnaissable avant l'hiver peut avoir disparu d'un coup au dégel. Il se considère comme un archiviste, dit que quand on est né dans la période soviétique, on ne peut pas renier son histoire. C'est lui qui a choisi de nous montrer Butik-Ishag à une journée de route de Magadan, en remontant vers le nord. Pour y parvenir, il faut suivre la chaussée de la Kolyma sur 200 km, puis bifurquer vers le nord par une route qui conduit directement à Yakoutsk. Mais il y a quelques jours, plus au nord, un pont s'est effondré, route coupée. Voilà pourquoi notre Jeep ne rencontre presque personne sur le parcours où les cols s'enchaînent pendant des heures. Au début, la forêt est encore dense, vert uniforme de petits sapins plantés dans la mousse, flancs de montagne souvent nus, colorés d'un lichen clair, que mangent les rennes. Parfois, au loin, un panache de poussière annonce un train routier et ses 2 remorques surchargées. Au moment de le croiser, l'air devient si opaque que mieux vaut ralentir. Andriy s'y connaît. Le long de ce parcours que Solienitsyn appelle la vallée de la mort, les traces de camps ne manquent pas. Les baraques effondrées dans les hautes herbes sont en train de disparaître. On s'arrête 1 ou 2 fois, Pavel commente 2 poteaux marquant l'entrée, à droite la forge pour la fabrication des outils, à gauche l'isolateur, c'est-à-dire le cachot de la prison. Et plus loin, les restes d'une baraque, vous constatez les chalets à 4 niveaux, ici la trace d'un ours qui est passé il y a moins de 2 heures, comme le prouvent ses excréments à peine refroidis. La maison du délégué qui dirigeait le camp est là, attention aux barbelés cachés. Il y a 2 ans, tout ça était encore en bon état. Et dans les herbes folles, nous suivons le guide. Plus loin, la route est droite, comme l'a décrit Chalamov, qui dit « La chaussée ressemblait à un câble avec lequel on tirerait la mer vers le ciel. » Vers le soir, sous la lumière rasante mais constante, la Jeep prend une vallée latérale, suit une trace entre des buissons bas, des trous boueux, des tas de cailloux qu'il faut affronter avec élan. Au passage des rivières, l'eau recouvre jusqu'au capot de la Jeep qui patine mais passe. Enfin, un beau replat pour planter les tentes, une vallée en nu, au fond de laquelle coule un torrent limpide, petits sapins aux pousses claires, arbustes de toutes sortes, baies minuscules, pins nains aux cônes rouges, régalent des ours et des petits écureuils, rochers gris, jaunes, rouges. Pas un nuage, pas une balafre d'avion au ciel. Lichen forme un épais tapis, mou, spongieux. Quelques bouleaux secouent leur pollen. Mais dès qu'on sort de la Jeep, les moustiques et les taons attaquent. J'étais prévenu, mais c'est pire que ce que j'imaginais. On a beau s'asperger d'anti-moustiques, je vous passe les détails, même uriner devient un cauchemar. Voilà, c'est le campement de base, si on peut appeler ainsi la réunion de 3 tentes nylon autour d'un feu avec trépied et bouilloire. Avant l'ascension de demain, vers le camp de Butik-Ishag, Pavel veut encore nous montrer une particularité de la région. Il exhibe un compteur de radiation, marque Radex, qu'il dit avoir ressorti depuis l'accident de Fukushima. C'est un ami qui lui en a fait cadeau. Il annonce que quand cet instrument émettra des bips rapprochés, il faudra marcher vite. Avec son fusil, pour nous protéger des ours, Andriy ferme la marche. Nous remontons la vallée pendant 1 heure par l'ancienne route, désormais encombrée d'arbustes jusqu'à hauteur du visage. Et tout d'un coup, de l'autre côté de la rivière apparaît une énorme bâtisse de pierre en partie effondrée. L'indicateur de radioactivité double ses bips. Pavel raconte « Ici, on traitait l'uranium, extrait par les Tsekhs plus haut dans la montagne. On y passera demain. L'uranium était placé dans des conteneurs métalliques, puis dans des caisses de bois, amenées un peu plus bas, où je vous ai montré l'usine électrique en ruine. Il y avait là une place d'aviation qui ne dépendait pas du Dolstroï, mais directement de Beria, responsable de la construction de la bombe atomique soviétique. Un ancien aviateur a raconté tout ça dans ses mémoires. De 1944 à 1953, c'est ici qu'on est venu chercher la matière première pour notre bombe. Montant dans les pierriers à flanc de coteau, on aperçoit en aval de l'usine, recraché par elle, un grand plateau formé d'un sable très jaune, au milieu duquel se trouve un étang rectangulaire. Et là, j'y crois enfin,
C'est un bleu inoubliable, un bleu comme il n'en existe pas dans la nature, celui des piscines nucléaires. Je reconnais le bleu de Tcherenkov. Pavel dit que sur ce sable jaune, depuis un demi-siècle, aucune végétation n'a jamais poussé. Au bord de l'étang, il a mesuré un rayonnement 40 fois plus élevé qu'ici, mais depuis Fukushima, il se méfie. Il n'y retournera plus. Il a pris assez de photos. Selon lui, la radioactivité n'est pas vraiment dangereuse, sauf lorsqu'on n'a pas les bons médicaments. Il prétend qu'à bord des sous-marins nucléaires russes, on donne du vin rouge aux marins pour qu'ils ne soient pas irradiés. Je lui promets de vérifier. Après le repas du soir, seul dans ma petite tente, blottie au fond du sac de couchage, je me demande ce que je viens chercher ici. Je lis quelques passages de Chalamov, essaie de comprendre comment il a fait, lui, pour reconstruire sa vie, ou juste survivre après 25 ans de camp. On fait quoi quand on en est venu à détester l'espèce humaine? On écrit, on se sauve par l'écriture, on rumine, on met en ordre des sentiments, des événements, on construit une communauté entre soi et des lecteurs invisibles. Demain, dans les récits de Chalamov, je compterai combien de fois il dit « nous ». Nous les Tzek, nous les Ivan Ivanovitch, c'est-à-dire les intellectuels des camps. Nous, mes personnages et moi. À propos de ce « nous », c'est Solianitsyn qui cite un Tzek disant « Les seuls qui peuvent nous comprendre, c'est ceux qui ont mangé dans la même gamelle que nous. » Le sommeil ne vient pas, et ce n'est pas seulement à cause de la lumière polaire. À côté du feu qui crépite, André s'est couché avec son fusil, la rivière a un murmure qui ne réussit pas à couvrir le bruit irrégulier du radex de Pavel. À 5 heures du matin, petit déjeuner, on part pour 12 heures de marche, chacun avec autour de soi une nuée de moustiques agaçants. On repasse devant l'usine d'uranium, l'ancien chemin construit par les Tzek, se perd dans l'herbe haute mouillée par la rosée. Plusieurs fois, il faut passer le torrent. La montée devient pénible. Et il y a cette scène, chaque fois, au passage du gué. Pavel marche devant pour franchir la rivière. Il saute d'une pierre à l'autre. Je m'attends à ce qu'il reste sur l'autre rive pour donner la main au suivant. Un geste que j'ai toujours vu et pratiqué, une solidarité de montagnard. Le premier fait la trace, ensuite, il se retourne pour éviter au suivant de glisser dans l'eau. On profite de ce qu'on est à plusieurs. Mais Pavel n'en a cure. Ici, c'est chacun pour soi. Comme dans la scène des valises à l'aéroport de Moscou. Ou pire encore, comme dans les récits de Chalamov, ou comme l'a dit André hier soir, tandis qu'on finissait une bouteille de vodka. Dans la Colima, chacun doit se servir seul à boire. Chacun est responsable de ce qu'il boit ou pas. Quand on en discutera par la suite, quand Pavel et André parleront d'eux, j'apprendrai encore d'autres comportements qui, disent-ils, viennent de ce qu'on a tous eu quelqu'un dans un camp. Ainsi, autour d'une table où plusieurs hommes sont réunis, il y a 3 choses qu'il ne faut jamais laisser traîner. Un couteau ouvert, une bouteille vide, qui pourrait servir d'arme, et un trousseau de clés, bien sûr. Vers 9 heures du matin, l'altimètre de Pavel indique 1200 mètres, l'expédition arrive à la limite des arbres. Voici un premier camp de Tzek bien conservé. Au-dessus du portail était écrit « Le travail est affaire d'honneur, de gloire, de vaillance et d'héroïsme ». Toute référence à la phrase que j'ai vue en Pologne au-dessus d'un certain portail « Arbeit macht frei » est évidemment indécente. L'enceinte de fil de fer barbelé est en mauvais état, sauf sur les angles où subsistent de petits miradors. On reconnaît la maison du délégué au fait que sous son toit effondré gisent des cadres de lit métallique aux formes agréables. La baraque des détenus comporte 2 poêles rouillés, autour desquels les chalis démolis me rappellent les descriptions de Chalamov sur les lois de préséance qui régnaient chez les Tzek avant qu'ils aient le droit de se réchauffer. Le bâtiment le mieux conservé du camp est l'isolateur, dont on peut visiter chaque cellule. Les barreaux aux fenêtres n'ont pas bougé. Les grilles de la porte non plus. Il n'y a que le toit qui n'est pas tenu. Là encore, Chalamov a raison quand il indique que ce bâtiment était toujours construit avec soin, car les Tzek savaient qu'ils passeraient tous un jour ou l'autre. Le poêle près de l'entrée, réservé aux gardiens, les isolés n'y avaient pas droit. Chaque hiver, le thermomètre descend à -50.
À l'extérieur des barbelés se trouvent des baraques complètement effondrées parce que faites de planches seulement. Garages, forges, menuiseries, ateliers divers. Ici travaillaient ceux qu'on appelait les libres, volontaires ou anciens tzèques spécialistes des mines d'uranium. Plus grand-chose ne reste de leur travail. Les planches pourries ou calcinées par la foudre s'enfoncent dans la mousse. Nous sommes peut-être les derniers humains à voir une dernière fois ces traces. Sur une longue barre de fer, Pavel déchiffre « Usine métallique Staline 1946 ». Je lui fais remarquer que Staline veut dire « l'homme de fer ». Il me répond « Camarade, pour cette blague anti-soviétique, tu seras fusillé ». L'ironie n'a jamais existé dans les camps. Un peu plus loin, près d'un de ces miradors dont Chalamov dit qu'il ressemble en hiver à des nichoirs à étourneaux, je remarque un tas de chaussures usées en voie de disparition. Les semelles faites d'anciens pneus sont râpées, mais il a suffi de ce tas de souliers pour me rappeler cette autre montagne de souliers qu'on peut voir là-bas en Pologne, mais c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Olivier Rollin, écrivain français qui s'est rendu à Magadan en novembre et n'a donc pas pu visiter l'arrière-pays, dit qu'il ne faut pas comparer Auschwitz à la Kolyma, mais signale qu'alors que le premier nom est connu de tous, le second n'évoque rien à la plupart de nos contemporains. Disant cela, il fait bien une comparaison, comme en fait une aussi Michel Heller dans sa postface au récit. Selon lui, à Auschwitz, les prisonniers savaient pourquoi ils étaient là, coupables seulement d'être nés juifs ou tziganes ou d'être ennemis de leurs bourreaux. Tandis que dans la Kolyma, les tzèques ignoraient pourquoi ils avaient été condamnés. Beaucoup d'entre eux pensaient que le tribunal s'était trompé et que si Staline avait su, il ne serait pas là. Et ceux qui étaient communistes continuaient souvent de l'être. La foi, ça ne va pas comme ça. Hannah Arendt aussi fait une comparaison quand elle parle à propos de l'URSS de camps où l'abandon se combine avec un travail forcé chaotique. Les historiens d'aujourd'hui, comparant la mortalité des camps nazis à celle des camps de la Kolyma, font remarquer que la durée du système concentrationnaire est 3 fois plus longue en URSS qu'en Allemagne nazie. Donc en URSS, elle dure de 1930 à 1953. Je ne me risquerai pas à une comparaison de plus. Je dirai seulement ce que j'ai éprouvé à la vue des isolateurs électriques qui entourent le camp. Ils ne sont pas en porcelaine, comme ceux de Pologne, mais en verre, d'un beau bleu fabriqué par les tzèques eux-mêmes dans une verrerie de Magadan. Ce sera ma seule comparaison et je rapporterai un au même ami parisien à qui j'avais rapporté un isolateur polonais. Il comprendra, j'en suis sûr. Un peu plus haut dans la montagne, Pavel et son Radex indiquent les 2 entrées de la mine d'uranium soigneusement bouchées par des tas de cailloux, pour une fois une mine dont l'abandon a donné lieu à un soin particulier. Ailleurs, tout a été délaissé d'un jour à l'autre, comme si une soudaine éruption du Vésuve avait fait fuir tous les occupants. En 1953, Beria, arrivé au pouvoir à la mort de Staline, a amnistié les détenus de droit commun. Et comme ceux-ci étaient souvent les chefs de brigade qui encadraient les tzèques politiques, la production a été désorganisée. Quelques mois plus tard, tout s'était libéré dans un désordre indescriptible qui a terrorisé les habitants de l'URSS. Chalamov raconte « Dans les rues de Magadan et de tous les villages de la Kolyma, rôdaient des assassins, des voleurs, des violeurs, qui, quelles que soient les circonstances, avaient besoin de manger 4 fois ou au moins 3 fois par jour, sinon de la soupe aux choux avec du mouton, tout au moins de la semoule d'orange perlée. » Fin de citation. La montée dans les pierres multicolores de Butikishag n'est pas facile. Les moustiques s'accommodent aussi bien de l'altitude que de la chaleur, et tout chemin carrossable est effacé. Pourtant, là-haut, au sommet, détaché sur l'horizon, un autre camp se profile dont on distingue de loin la disposition. Mirador, chemin de ronde, et de nouveau l'isolateur, prison dans la prison. Avec des jumelles, c'est saisissant. Une partie des installations est prise dans la roche, comme dans ces constructions du désert afghan, où des bouddhas millénaires veillent dans la montagne. Encore faut-il y arriver. Au fur et à mesure qu'on s'élève, les lichens deviennent plus minces, la couleur des fleurs qui les décorent par taches est d'autant plus vive. De minuscules œillets d'un rose éclatant, des clochettes fines et très blanches, des orchidées en miniature, des églantines, des rhododendrons jaunes, chaque espèce groupée par touffes
mais les couleurs ne se mêlent pas, comme dans une prairie. Parfois, quelques pins nains permettent de s'accrocher pour continuer de grimper. Mes chaussures de montagne, qui ont servi jusque dans l'Himalaya, se mettent à glisser. Je fais une toute petite pause parce que je m'aperçois que je voudrais faire circuler les images que j'ai prises de ça pour que vous vous rendiez compte un peu de à quoi ça ressemble. Et je les ai mis sur un iPad, il y en a 460. Il se trouve qu'il m'est arrivé, je ne raconte pas ça dans le texte, la dernière nuit, avant la montée à Boutique Chag, j'ai marché sur mon appareil de photo et il n'y avait plus d'écran. Et j'ai dû faire des photos à l'aveugle. Je ne savais pas si ça marcherait ou pas. Et c'est ces photos à l'aveugle qui finalement ne sont pas si mauvaises que je fais circuler. Donc ceux qui ne connaissent pas l'iPad, il va passer dans les rangs. Tâchez de ne pas me le voler. Ça se passe comme ça. Les photos sont là et il suffit de donner un coup, caresser et puis de faire passer les photos. Voilà. Donc j'en étais à mes chaussures de montagne qui ont servi jusque dans l'Himalaya et qui se mettent à glisser. En levant la tête vers les sommets, on aperçoit sur les flancs de la montagne le travail des Dzeks. Il s'agit des travaux d'exploration ordonnés par les géologues. Des tranchées en V d'environ 3 mètres de largeur et 2 mètres de profondeur ont été creusées à la main pour localiser les filons. Certaines de ces tranchées suivent les courbes de niveau, sont donc horizontales et le volume déblayé est déposé le long de la pente. D'autres suivent l'arête de la montagne, obliques dans la pente, et d'autres enfin verticales, relient entre elles les premières. Que de la caillasse arrachée à la main, pas de terre par ici. En se mettant au fond de l'une de ces tranchées, je revis la peine des Dzeks. De loin, on dirait sur des kilomètres des scarifications de la montagne, la trace indélébile des camps. Pour détruire ça, il faudra des millénaires et quelques tremblements de terre. Curieux land art, dont la durée de vie s'apparente à celle des minerais irradiés. Un jour, il faudra inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. Juste avant midi, l'expédition arrive au sommet, vue imprenable sur une série de montagnes bleutées qui vont jusqu'à la lointaine taïga. Plus un oiseau, plus un moustique, la brise des sommets comme récompense d'une randonnée alpestre. Reste à faire l'inventaire. Soubassement de pierre, construction en étage accrochée dans la pente. Ce qui était en bois a été chahuté par l'hiver sibérien et quelques départs d'avalanche. Mais le reste est bien conservé, les tubes des poêles encore verticaux et même le chemin de ronde électrifié. Le plus émouvant ici, c'est la maison du délégué, avec vue plongeante sur le camp. Je reconnais le lit métallique standard aux formes agréables. Et sur un replat, à côté de cette maison, sans doute pour les enfants du délégué, une balançoire, bois et métal, parfaitement conservée. Un enfant a grandi ici, s'est balancé dans le vide, s'est projeté dans les airs jusqu'au ciel d'Akolima. Plus tard, quand la rouille aura gagné les 4 câbles, les 2 planches et la potence de la jolie balançoire, on pourra croire qu'il n'y avait en haut, ici en haut, qu'une bergerie de montagne dont le socle refuse de s'effondrer. À l'horizontale, 200 mètres plus loin, l'entrée de la mine d'étain, énorme gorge encombrée de la glace du dernier hiver en train de fondre. Wagonnets rouillés, barres à mine et rails. Encore une fois à l'abandon, marteau-piqueur, poulies, chaudrons, brouettes, vaisselle métallique, pelle, pioche, projecteur. 1953, je vois les Dzeks courir en bas de la montagne dans la caillasse multicolore, laissant tout sur place. C'est fini, Staline est mort, on s'en va, sans armes ni bagages. L'altimètre de Pavel indique 1680 mètres. André et lui ont amené un réchaud à gaz pour la soupe et pour le thé. Ils taillent le saucisson, sont de bonne humeur. Surtout André, qui de toute sa vie n'est encore jamais monté si haut. Il se réjouit de le raconter à sa femme, mais pour le moment, pas de réseau téléphonique à moins de 100 km. Le ciel est changeant comme en montagne, mais pas menaçant. Aucune fumée, pas trace d'autre chose que l'ancienne présence de ceux qui ont souffert ici.
La beauté du paysage, dit Pavel, ça vous coupe le souffle. Et il se met à raconter une blague juive. Je le comprends parce qu'il est question d'Abraham, de Moïse et de David. Je dis à Fanny que je n'ai pas besoin de traduction et met mes chaussettes à sécher au soleil. Fanny étale de la crème solaire sur ses pommettes et on se dit que quand Chalamov parle du paysage et qu'il devient lyrique, on comprend qu'il ne ment pas. André et Pavel discutent des outils qu'ils ont vus au camp. Certains viennent de l'aide américaine qui, dès 1942, a été massive dans cette région proche de l'Alaska. Chaque jour, les avions US débarquaient dans la Colima des boîtes de conserve, des couvertures, mais aussi des machines de chantier, des outils. Que savait-il des camps? Le vice-président américain est venu les visiter, mais n'a pas vu qu'on avait remplacé ce jour-là les maigres Zek par des gardiens bien nourris. D'autres équipements ont été pris aux Allemands après la bataille de Stalingrad. Mais les meilleurs marteaux-piqueurs, on est d'accord, sont de fabrication russe. Pavel apportait jusqu'ici son matériel de photo, toute une valise d'objectifs et son trépied. Il organise la séance, voudrait que chacun pose devant les ruines. Pas moyen d'y échapper. Et d'ailleurs, pourquoi l'empêcher de témoigner de notre passage? André dit que chacun a sa folie. Lui, c'est sa Jeep. Pavel, ses appareils de photo qui valent plus que sa Jeep. Il y a encore une discussion pour savoir si les Tzeks ont eu des moments heureux, des moments où l'un d'eux mettait une boule de neige dans le cou d'un autre, juste pour rire. Descente au moins aussi pénible que la montée, les genoux se fatiguent, les doigts s'écorchent quand on veut se retenir à la caillasse tranchante qui lâche sous les pieds. Le Radex se met à couiner autour du torrent qui longe les mines d'uranium. Pavel propose un détour par le cimetière. 1 heure pour aller, 1 pour revenir. André renonce, attendra près des tentes. Pavel, qui me voit tendre la main à Fanny pour passer un guet, se moque de moi, me traitant de gentleman. Une explication serait compliquée. Le mercredi était le jour où l'on enterrait les morts. Les Tzeks, une fois les tombes préparées, pouvaient se reposer. En hiver, à cause du gel, ils ne creusaient pas profond. D'ailleurs, les cercueils de bois, on les voit dépasser aujourd'hui encore, rejetés par le permafrost dégelé. C'est en haut d'une petite colline, à la limite de la végétation parmi les églantines. Aucune croix, aucune marque. On plantait un bâton, dit Pavel. J'en ai vu, avec une plaque métallique, comme au fond d'une boîte de conserve américaine. Juste un numéro, pas de nom. Parmi les pierres, il ramasse 1 ou 2 de ces plaques rouillées, on ne peut plus les lire. Entre la mine d'uranium, dépendant directement de Beria, et la mine d'étain, qui relevait du Dalstroy, près de 7000 Tzeks travaillaient ici en permanence. En général, ils passaient 2 hivers. Au 3e, ils mouraient d'épuisement. Les statistiques détaillées sont difficiles à établir à cause de cette double organisation. Près d'un pin nain, je reconnais un tibia humain et une colonne vertébrale blanchie. Plus loin, la mâchoire d'un Tzek. Un ours, dit Pavel. Les cadavres étaient conservés par le froid et l'ours, avant d'hiverner, mange tout ce qu'il trouve. Soudain, le temps change. Il se met à pleuvoir. Heureusement pour moi, ça cache les larmes. C'était trop triste de voir ces restes laissés en pâture aux bêtes sauvages. En principe, je n'ai pas une grande compréhension pour ce que les croyants appellent le respect des morts, mais il me semble que de s'en occuper d'une manière ou d'une autre a été depuis la préhistoire un signe de civilisation. Respecter les morts serait ici respecter, après coup, la vie des Tzeks. Depuis Antigone, on sait ça. Je redescends de la colline à toute allure, emporté par une rage aussi impuissante que soudaine, sans me soucier des 2 autres qui sauront comme moi retrouver les tentes et la Jeep. Je saute par-dessus quelques pierriers sans penser à rien d'autre que cet affront que les hommes d'aujourd'hui font aux Tzeks d'alors. Et, perdu dans mes pensées, je ne m'affole pas du tout à la vue d'un vrai ours qui traverse tranquillement la piste où je vais passer. Il passe vers la droite, je bifurque à gauche, et tout d'un coup, je me rends compte que je devrais avoir eu très peur. J'attends les 2 autres, leur raconte. Pavel fait exploser des pétards et pousse des cris de chasseurs pour effrayer la bête disparue. Retour au campement. 1 heure de bosse et de chaos dans la Jeep, arrive la route. 1 heure encore jusqu'au prochain village, le long d'une route protégée par des barrières contre les congères d'hiver. Dormir chez l'habitant, pourquoi pas? Le député de l'endroit offre une chambre à 3 lits, pas d'eau courante, dans sa maison. Il n'est pas riche. Comme il reçoit un ami de Moscou qui a étudié les mathématiques en France, on part acheter du vin.
il est étiqueté « Produce of France, Cavernais ». Pour fêter le 14 juillet, le premier toast est à la République. Notre hôte insiste pour honorer aussi Danton et Robespierre. Le deuxième toast est à l'amitié entre les peuples. Le troisième, comme toujours, aux femmes. Le quatrième, je ne sais plus. C'est le lendemain seulement que j'ai vu pour la première fois le fleuve Kolyma, après 14 heures de route chaotique. Par son débit, c'est le 6e fleuve de Russie après l'Amour et la Volga. 4000 mètres cubes par seconde, 250 jours par an, il est gelé sur une profondeur de plusieurs mètres. Mais là, il coule, immense ruban scintillant, emportant dans sa hâte tout ce qui lui barre le passage. La Jeep a retrouvé la grande chaussée sur laquelle on croise tout de même un véhicule tous les 5 km et une station d'essence tous les 40. Malheureusement, le pot d'échappement s'est cassé. Andriy, furieux, dit que sous Staline, on aurait fusillé les gens qui entretenaient mal la route. Il appelle un ami, d'accord de réparer, mais il faut faire 1 heure de route en plus. Ça nous mène dans un village dont le nom signifie la montagne bleue, au pied du grand barrage sur la Kolyma. « Ah, faut avoir vu ça, dit Pavel, qui a fait un reportage photo pour la compagnie hydroélectrique. Après quelques téléphones et grâce à la camionnette de l'ami d'Andriy, la compagnie délivre un laissez-passer spécial aux hôtes étrangers qui veulent venir vérifier la parole de Lénine, selon laquelle le socialisme, c'est les soviets, plus l'électrification. Voici donc l'électricité, grâce à un barrage-poids qui retient l'eau de toute une vallée, formant un lac artificiel qu'on appelle ici la mer de la Kolyma. Mais qu'y avait-il dans cette vallée? Des villages, des hommes? Non, il y avait des camps et des tzèques. Ah bon, dis-je, jetant une pierre du haut du barrage pour qu'elle aille leur dire qu'on ne les a pas tout à fait oubliés. Le point le plus au nord, atteint par notre expédition, le long de la grande chaussée, est la ville fantôme de Kadikchan. Il y a de belles images là, je ne sais pas si ça tourne toujours, ça marche le... Oui. La ville de Kadikchan, la ville fantôme. Je l'avais repérée grâce à Google Earth, ville minière désertée lors de la perestroïka. Ce mot russe, qui désigne l'abandon du socialisme d'État, signifie reconstruction, mais dans ce cas, comme on va voir, il signifie aussi déconstruction. Donc, au 4e jour de voyage, vers 5 heures de l'après-midi, une barre noire menaçante obscurcit le ciel, l'orage est proche. Andriy annonce fièrement « C'est bon, on est arrivé ». Visiblement, il ne comprend pas l'intérêt que je porte à Kadikchan. Imaginez un quartier européen avec des barres d'habitation, soigneusement disposées autour de rues goudronnées, un centre commercial, une école, un lycée technique et même une maison de la culture avec une bibliothèque. Imaginez des familles, des enfants avec des balançoires, des cafés au pied des immeubles, des garages, une halle de sport avec l'inscription « plus haut, plus vite, plus fort », des terrains de basket, une station thermique et jusqu'à 10 000 habitants. Imaginez tout cela bien construit sur pilotis pour résister aux hivers sibériens, aux variations du permafrost. Juste à côté, une mine de charbon qui, depuis 1940, donne du travail à tous, y compris aux Tzèques. Chalamov y était. Et maintenant, fermez les yeux. Et quand vous les ouvrez, en 1991, la mine est en faillite, pas de plan social, pas de paye à la fin du mois, on coupe le chauffage, circulez. Tout le monde s'en va, et 20 ans plus tard, 4 voyageurs hébétés visitent tout ça. Ils commencent par la salle de cinéma, les restes d'un appareil de projection, les livres de la bibliothèque qui forment un tapis moisi, au mur de l'entrée, le portrait de Pouchkine et une phrase de Lénine à la gloire de l'armée rouge. Puis les immeubles d'habitation, aux vitres cassées, les cuisinières, les frigos, on ne pouvait pas tout emmener. Le feu s'y est mis, mais le béton résiste, les visiteurs montent sur le toit plat, effraient un coq de bruyère et ses petits, traversent la cour d'école au fronton de laquelle la science triomphe de tout. Ils passent sur la place où la statue dorée de Lénine, trouée par les intempéries, le fait ressembler à un personnage de science-fiction. Puis les visiteurs remontent dans leur vaisseau spatial et méditent sur cet autre témoignage d'un passé qui s'est éteint brusquement. En 1953, les camps se vident aussi d'un coup
Rien à voir, bien sûr, et que le socialisme aille se faire voir ailleurs. 2 heures plus tard, les voyageurs sont à Yagadnoye, la ville où Chalamov a été jugé et envoyé dans un autre camp. Ils cherchent le tribunal, ne trouvent qu'un hôtel dont la patronne leur propose 1000 roubles par chambre, mais la moitié si vous ne voulez pas de facture. C'est sa manière à elle de ne pas payer l'État. Nous serons donc clandestins pour une nuit. La visite de la ville de Debin, où Chalamov a finalement travaillé comme tzek aide-médecin, commence par celle du cimetière. De petits tumuli de caillasses par rangées dominent la plaine où coule l'immense fleuve Kolyma. Une plaque rappelle que les morts n'ont eu droit ici qu'à des numéros et pas de nom. Des passants ont déposé en hommage des cigarettes, des pièces jaunes de 50 kopecks, des bouteilles de vodka et une fleur artificielle. Du temps de Chalamov, le cimetière devait être plus grand. Il le décrit ainsi. C'était un grand cimetière au pied de la montagne. Au lieu de mourir, les malades disaient « Allez sous le mont », avec des fosses communes A, B, V, G et quelques rangées de petits monticules de tombes isolées. Les fosses communes, on ne les voit plus. De ce tertre paisible, on peut observer le travail des chercheurs d'or d'aujourd'hui, leur chantier qui défigure les rêves du fleuve. La civilisation est de retour. Pour extraire l'or charrié par les eaux dans cette vallée, on n'en est plus à la vieille technique décrite par Chalamov. Aujourd'hui, l'exploitation de ce minerai à ciel ouvert dure 4 mois par an. On commence par tout arracher en surface, les arbres, la mousse, la terre arable, puis une énorme pelle mécanique importée du Canada pour $1 million ramasse des tonnes de pierres que de plus petits engins déposent vers l'installation de lavage où un puissant jet sépare les gros cailloux des plus fins. À travers des tamisages automatiques, on finit par récupérer des grains plus lourds qui s'avèrent être des grains d'or. Ça part ensuite par camion jusqu'à l'usine qui façonne les lingots, et de là en convoi blindé sur la chaussée jusqu'à l'aéroport de Magadan pour Vancouver, Moscou et Zurich. Quand les chercheurs d'or sont passés, ils laissent un paysage sans dessus-dessous, des fosses, des talus, des flaques immenses. Personne ne leur demande de remettre en état. Là où ils passent, la nature trépasse, les mœurs sont rudes. Andriy refuse de s'arrêter à Sussouman, sous prétexte que là-bas, les chercheurs d'or géorgiens et ukrainiens, logés dans de modernes containers, font régner un ordre qui ne lui plaît pas. Les historiens ont pu établir qu'entre 1932 et 1937, la quantité d'or extraite par les tzeks de la Kolyma est passée de 300 kg à 52 tonnes, soit 35% de la production soviétique d'or de cette année-là. Au début des années 30, Debin aurait dû devenir la capitale de la Kolyma, mais le climat et les crues du fleuve s'y sont opposés. Le Dalstroy avait chargé l'ingénieur Pavlov de construire un pont. Berzine avait promis de faire fusiller l'ingénieur au cas où le pont ne tiendrait pas. Pavlov avait fait planter de profonds pilotis pour porter le tablier, mais aucun pilon ne suffisait à les enfoncer dans le permafrost. Pavlov avait continué la construction. Le pont terminé, il avait prétendu faire un essai de charge en y mettant bout à bout des camions remplis de sable. Ainsi, peu à peu, le pont s'est stabilisé et Pavlov n'a jamais été fusillé. En 1935, déjà, le pont a été rehaussé par les tzeks. Aujourd'hui, une 3e version du pont est en construction pour supporter les engins des chercheurs d'or et le transport de leurs containers. Le chantier s'affaire 24 heures sur 24. En ce dimanche de juillet, il y a 4 mois de bon, le reste c'est l'hiver, et les modernes chercheurs d'or abandonneront tout, y compris leurs containers sous la neige. Après le cimetière, visite à l'hôpital au Toit Rouge où Chalamov soignait ses compagnons de misère. Rien n'a changé dans la construction helléno-stalinienne, mais tout s'est dégradé. Façade jamais ravalée, couloir jamais rafraîchi. Une aimable doctoresse, descendante des autochtones tchoutchks, cherche la clé du petit musée Chalamov. Elle travaille ici depuis 6 mois. N'a jamais eu l'occasion d'emmener des visiteurs dans le dit musée. Il s'agit d'une chambre minuscule avec des livres de l'auteur, son stéthoscope, une blouse blanche, quelques certificats, sa condamnation. De belles photos à tous les âges de la vie d'un Chalamov aux joues toujours plus creuses, aux yeux toujours plus brillants, frappant comme il ressemble à Pasolini. La doctoresse dit que les patients d'aujourd'hui souffrent toujours de tuberculose,
durée moyenne de séjour 5 mois. On a installé, dernièrement, juste à côté, une aile pour enfermer les patients atteints de psychotuberculose. C'est quoi ça? Je pense à Chalamov, qu'on a hospitalisé contre son gré dans une clinique psychiatrique, où il est mort en quelques jours, 17 janvier 1982. C'est à Debine qu'il a reçu une lettre de Pasternak. Il raconte qu'il est allé la chercher à Magadan, un voyage de 1500 km, pour un compliment qui a réchauffé son cœur de Zec. Pourtant, le texte qu'il a envoyé à Pasternak ne fait pas allusion à sa vie de détenu, ce qui peut se comprendre par rapport à la censure. Mais qu'avait-il besoin d'enchanter le paysage où il vivait? Il en parle comme d'un jardin fleuri, avec un lyrisme émouvant. C'est à regret, dit-il, que je piétinais le muguet rouge et gras, les iris dont les pétales ornés ressemblaient à d'énormes papillons lilas, d'immenses perce-neige charnus, bleu foncé, craquaient désagréablement sous mes pas. Cet amour de la nature, éloge de la végétation polaire, auquel il se raccrochait, est un trait que je n'avais pas compris en lisant les récits. Mais depuis que j'ai vu la puissante beauté de ces paysages autour du fleuve, je vois mieux comment il s'y réfère pour oublier la déception que lui procurent les humains. Puisque les traces physiques des camps vont disparaître, à part peut-être les scarifications au flanc des montagnes, il nous restera la parole de Chalamov. Ces récits, que je n'avais pas réussi à lire, d'autres les liront pour éviter qu'au XXIe siècle, on ouvre de nouveaux camps, on l'espère. Le nous des Tzèques n'existe plus. Il faut se contenter du nous, les lecteurs des Tzèques, à travers lesquels leur mémoire vit. Le lendemain, Pavel veut montrer un endroit où les Tzèques ne cherchaient ni l'or, ni l'étain, ni l'uranium, mais tous les métaux possibles, y compris les plus rares. Il n'existe pas un seul minerai du tableau des éléments de Mendeleïev qui ne soit présent en Sibérie. Pavel voudrait combattre, mais très gentiment, l'idée que les écrivains donnent de la Kolyma. Si les conditions y avaient toujours été aussi terribles que le prétendent Solianitsyn, Chalamov, Evgenia Gainsbourg, jamais on n'aurait réussi à construire les ponts qu'il nous a montrés, et ces routes, et ces mines. Pour ces ouvrages pharaoniques, il y avait donc là des ingénieurs talentueux, des techniciens habiles, des travailleurs acharnés et pas trop mal nourris. Il n'a peut-être pas tort, mais tout ce que Chalamov a écrit est aussi vrai. La Jeep s'enfonce donc encore une fois dans une vallée latérale inhabitée depuis 50 ans, franchit des cours d'eau, suit une piste perdue dans les broussailles, les pierriers et la boue, pour finalement aboutir sur un plateau herbeux, à côté d'une rivière limpide, au milieu d'un camp dont les baraques ont été ravagées par un incendie. En 50 ans, la végétation a repris ses droits, les hivers aussi. Il ne reste rien. On peut planter les tentes, c'est plat. On dormira là où les Tzèques avaient leur chalit. Sur les flancs de la montagne en surplomb, les endroits où ils travaillaient sont bien visibles. Puits de mines, ateliers, galeries horizontales et les tranchées d'exploration géologique. Pavel propose un tour complet pour le lendemain. À minuit passé, comme il fait encore clair, il veut absolument m'emmener explorer un coin où devrait se trouver le chenil du camp. Il l'avait photographié il y a 10 ans. Mais c'est comme ça, tout disparaît. On ne va quand même pas restaurer, enlever la végétation, remonter les baraques sous prétexte de devoir de mémoire. L'anglais de Pavel est vraiment trop sommaire et il finit par me parler dans l'allemand de son enfance. Il court d'un buisson à l'autre. « Schnell, schnell, komm hier !» Mais nous ne retrouvons rien, sauf une niche, une seule, près d'un puits de mine. Le soleil est enfin passé derrière l'horizon, il commence à faire froid. Le souffle se transforme en buée, bientôt il gèlera. Ma dernière nuit boréale sous tente. J'ai toujours détesté le camping. Je relis la manière dont Chalamov décrit ses engelures, mais ça ne me réchauffe pas. C'est bien ce qu'il dit, ça ne nous console pas de savoir que les autres ont eu froid. Je referme son livre, où je viens de lire « L'authenticité, voilà la force de la littérature ». Ce que je n'ai pas encore bien compris à propos de ces colonies pénitentiaires, c'est comment ceux qui ont avoué des crimes imaginaires supportent ensuite la peine qu'ils se sont en somme infligés. Cette question de l'aveu a fait débat. Aujourd'hui, on connaît un peu mieux le mécanisme de ces terribles aveux. On connaît la lettre personnelle de Boukharine à Staline où il lui dit « Tout ce que j'ai avoué est mensonge, mais je mourrai en maintenant ces faux aveux ».
Boukharine m'empêche de dormir. Chalamov aussi, quand il écrit « L'homme ne vit pas parce qu'il croit ou qu'il espère en quelque chose. C'est l'instinct de conservation qu'il protège, comme il protège tous les animaux. D'ailleurs, n'importe quelle pierre, n'importe quel arbre pourrait vous dire la même chose. » Les deux Russes, réfugiés dans la Jeep, font tourner le moteur pour se réchauffer. Il suffit d'attendre le matin, il fera plus de 30 degrés, mais pour le moment, je gèle. Autour du feu, tout à l'heure, il y a eu un court silence. André a dit « Un policier est né ». Traduction de Fanny « Un ange passe ». Drôle de pays où un policier est né chaque fois que le silence s'installe. Demain, nous grimperons encore une fois sur les montagnes des alentours, verrons de près ces miradors installés sur la ligne de crête, ces tranchées de cailloux creusées par des forçats, ces entrées de galeries effondrées. Mais nous verrons aussi ces délicates fleurs qui se sont regroupées par couleurs et les lichens verts, rouges et même noir charbon. Je n'aurais pas vu tous les camps de l'archipel, ni même ceux d'une seule île, comme la Kolyma. Les gens d'ici, quand ils peuvent quitter la région, disent qu'ils vont sur le continent. J'y retournerai donc sur le continent, avec dans la bouche le goût de la mer de la Kolyma, qui me rappelle ce mot de Solianitsyn. Mais la mer, pour en comprendre le goût, il n'a besoin que d'une gorgée. Merci.